Dans un monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est aussi intriguant, rien n'est aussi fascinant et angoissant que le sentiment du mystère qui nous envahit lorsque nous faisons face à l'inconnu. En 1889, la famille Dagg se retrouve au cœur d'une incroyable histoire de diable et de fantômes. Quelle est cette entité qui terrorise la petite Dina? En janvier 1969, en soirée, un prêtre se présente à la résidence des Saintonges, une famille pieuse de la paroisse. Ce qui l'y attend le marquera à jamais. Nous avons tous de bons et de mauvais souvenirs de nos premières expériences sur les bancs d'école. Rien de plus banal, sauf quand votre école est hantée. Ces soirs de première au Vogue Theatre de Vancouver. Quelque chose dérange dans ce tableau. Y aurait-il pas un invité indésirable dans la salle? Chaque mystère recèle sa part d'inconnu. Rien n'est si angoissant et fantastique que l'inconnu. Ici Michel Dumont. Bienvenue à Dossier Mystère. Le petit village de Shawville se dresse à 1 heure de route à l'ouest d'Ottawa, dans le comté de Pontiac, au Québec. À la fin du 19e siècle, cette communauté était majoritairement composée de fermiers et d'éleveurs. L'un d'entre eux, George Dagg, s'est retrouvé bien malgré lui au centre d'une affaire étrange qui, plus d'1 siècle après les événements, continue d'alimenter la controverse. En 1889, la famille Dagg habite une ferme modeste située à 7 km du village de Shawville. Au moment des événements, la maisonnée compte 6 personnes. George Dagg et sa femme Susan, leurs 2 enfants, Mary Susan et Johnny, ainsi que leur fille adoptive, Tina McLean, 11 ans, et un aide de ferme prénommé Dean. Dans la matinée du 15 septembre, le jeune Dean trouve un billet de 5 $ qu'il s'empresse de remettre à George Dagg. Celui-ci le reconnaît comme étant le billet confié à sa femme la veille pour qu'elle le mette en sécurité dans un tiroir de leur commode. Intrigué, George vérifie lui-même le contenu du tiroir et constate que le billet de 5 $ a effectivement disparu. Il note aussi qu'un autre billet de 2 $ est manquant. Il entreprend alors de fouiller la chambre du garçon, où il ne tarde pas à trouver le billet de 2 $. Puis, le même jour, Susan Dagg trouve des excréments dans un réduit. Évidemment, les soupçons se portent d'emblée sur le pauvre Dean. Confronté, l'adolescent nie avoir volé l'argent et jure n'avoir rien à voir avec les immondices trouvés. George Dagg n'en croit pas un mot. Il décide d'amener le jeune Dean chez le magistrat de Shawville pour qu'il s'explique au sujet de ses comportements. George et Susan Dagg étaient des gens respectés. Un couple de fermiers qui avait 2 enfants. Ils prenaient aussi soin de Dinah, une petite orpheline. Puis voilà qu'un jour, soudainement,
des manifestations de type poltergeist ont éclaté. Durant l'absence de son mari, Susan Dagg trouve de nouveaux excréments qui, elle en est certaine, n'étaient pas là un moment plus tôt. Si l'innocence de Dean est loin d'être prouvée pour l'histoire du vol des billets, il est clair par contre que le jeune aide de ferme n'a rien à voir avec les immondices étalés un peu partout. Dans les jours qui suivent, des meubles se mettent à se déplacer d'eux-mêmes. Puis c'est au tour de la fille adoptive des Dagg, la petite Dina McLean, d'être agressée par une entité mystérieuse. De sa chambre, elle hurle qu'on lui tire les cheveux. Sa mère accourt à son chevet, constate que sa tresse de cheveux a presque entièrement été arrachée. Les manifestations continuent de se concentrer surtout sur la petite Dina. La nuit venue, son lit fait des bonds étranges. Ses draps sont tirés par des mains invisibles. Dina est réveillée par des murmures et affirme avoir vu une forme noire et menaçante, une entité à forme humaine avec une tête de vache. L'enfant jure entendre des voix qu'elle est seule à percevoir. Ces violentes manifestations ont été observées par des dizaines de témoins, des membres de leur communauté et des amis des Dagg. Les Dagg n'avaient rien à tirer de ces manifestations. Elles se produisaient et tous les gens en étaient effrayés. Il n'y avait aucune motivation financière derrière tout cela. Au contraire, ces événements les faisaient passer un peu pour des fous. Conséquence de toute cette attention, les médias ont commencé à s'intéresser à l'affaire. En novembre, ayant eu vent de l'affaire, Percy Woodcock, un artiste ontarien et correspondant pour le Recorder and Times de Brockville, se rend à Shawville pour y rencontrer les Dagg. Percy Woodcock était un journaliste entreprenant qui travaillait pour un journal local. Il a d'abord écrit un premier article qu'il a publié non seulement dans son journal, mais aussi dans le Montreal Standard, le journal le plus important de l'époque. L'article a ensuite été repris par d'autres journaux, qui bientôt en ont demandé plus. Tant et si bien que Woodcock s'est retrouvé à vivre littéralement chez les Dagg. Cock est sceptique. Et un après-midi, la petite Dina l'entraîne dans une remise où elle affirme avoir entendu le fantôme. Oui, ça existe. Êtes-vous là, monsieur? Demande Dina. Êtes-vous là? À la surprise de Woodcock, une voix gutturale lui répond. Je t'attendais, ma petite Dinah. Je suis ta conscience, poète de pacotille. Et je vais te casser le cou, opportuniste de carnaval. Percy Woodcock, tu es venu flirter avec le diable. Pensais-tu vraiment faire fortune sur mon dos? Le fantôme m'a parlé de manière plutôt malveillante. Il s'est présenté comme le diable, leur disant qu'il devait partir. Mais, du moins d'après les documents que j'ai lus à ce sujet, il appréciait aussi toute l'attention dont il était l'objet. Il a commencé à parler d'une voix grave, annonçant qu'il allait divertir les témoins dès le lendemain à la tombée du jour. Le lendemain, un peu après la tombée du jour, la famille Dagg, accompagnée de quelques villageois curieux et de Percy Woodcock, se réunit au salon. Toc, toc, toc. Hé, 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 hé. Comme prédit par la voix dans la grange, la présence se manifeste. Celui que vous attendiez est arrivé, avec une foule de petits secrets sur chacun d'entre vous. Tu sais ce que je veux dire, George, et toi aussi, Suzanne. Je suis un ange venu m'occuper de vos âmes bigotes. La voix se moque joyeusement de son auditoire. Elle affirme être plutôt l'esprit désincarné d'un homme mort 20 ans plus tôt. Je reviendrai une dernière fois faire mes adieux aux enfants. L'affaire est si extraordinaire que Percy Woodcock rédige sur le vif un document résumant ses manifestations. Toutes les personnes présentes l'authentifieront de leur signature. Les gens qui vivaient à Shawville, près du parc de la Gatineau, étaient pour la plupart des émigrants écossais. Ils étaient sans doute familiers avec ces histoires de fantômes et de poltergeist.
On peut donc supposer qu'ils avaient des attentes par rapport à ce qui allait se produire. C'est ce qui explique aussi pourquoi ces citoyens ont tous accepté de signer un document attestant des phénomènes observés. Finalement, lassé de ses pitreries, l'invité invisible tire enfin sa révérence, ajoutant qu'il ne reviendra qu'une seule autre fois pour faire ses adieux aux enfants. Le lendemain, Tina, excitée et confuse, rentre précipitamment à la maison. Elle raconte qu'au retour de l'école, un ange lui est apparu, lui a murmuré des choses, après quoi... Je suis ton ange gardien, Dinah. N'aie pas peur. Il se serait envolé. La famille Dagg ne connaîtra plus jamais d'événements semblables, et aucune explication ne sera jamais apportée aux étranges manifestations de Shawville. En 1957, l'Office national du film du Canada a produit un court-métrage sur le poltergeist de la famille Dagg, The Ghost That Talk, le fantôme qui parlait. À l'époque, personne n'avait d'explication rationnelle à proposer pour ces phénomènes. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, le mystère de ces étranges manifestations reste entier. Pour les experts, les poltergeists ou esprits frappeurs, comme par exemple dans le cas de la famille Dagg, seraient des âmes perturbées qui cherchent désespérément à reprendre contact avec le monde des mortels, comme si ces revenants avaient un ultime message à livrer. Mais sommes-nous prêts à les écouter? Actonville. En cette soirée de janvier 1969, l'abbé Claude Léveillé se présente au domicile de la famille Saint-Onge. Le père Léveillé a à peine le temps d'y entrer que M. Saint-Onge l'entraîne aussitôt vers l'une des chambres du deuxième. Sur le pas de la porte, l'ecclésiastique est stupéfait. Les objets dans la pièce semblent animés par un maléfice invisible. Ensorcelé, un lit en fer tressaute sur le plancher. Mais ce qui retient le plus l'attention du père Léveillé, ce sont les couvertures de l'autre lit. Celles-ci se roulent et se déroulent sans arrêt. Pressentant la présence du malin, le père Léveillé sort de sa poche une fiole d'eau bénite et bénit la chambre. « Qu'en pensez-vous, mon père ?» demande alors M. Saint-Onge. « Je crois qu'il faudra prier. Beaucoup prier. » Vraisemblablement, la maison des Saint-Onge héberge un visiteur invisible. C'est la routine habituelle chez les Saint-Onge en cette froide journée de janvier. Personne ne se doute que bientôt, leur demeure deviendra le théâtre de phénomènes alarmants. Il y a eu des événements dans la maison des Saint-Onge à Actonville en 69. Moi, j'étais là comme vicaire paroissial depuis à peu près 1 an et demi. Et ce qui est arrivé, c'est que 3 soirs consécutifs, nous avons reçu un appel au presbytère et un prêtre est allé chez la famille Saint-Onge pour constater, avec d'autres personnes, que les meubles bougeaient, les draps de lit se promenaient, les armoires se vidaient. Il y a un cadre de Notre-Dame du Perpétuel Secours qui a fait du planning puis qui s'est drôlement déplacé. Enfin, toutes sortes de choses dans ce genre-là. Tout a débuté sur le coup des 19 heures. Dans la cuisine, un cadre représentant Notre-Dame du Perpétuel Secours se décroche du mur et se déplace dans la pièce sans se briser. Dans les chambres, une force immatérielle vide le contenu des commodes et arrache toute la literie des matelas. Au salon, même maléfice, alors que des meubles se mettent à bouger, sans que personne ne les ait touchés. En moins d'1 heure, la maison ressemble à un véritable champ de bataille. Ne sachant que faire, M. Saint-Onge décide d'appeler au presbytère. La famille Saint-Onge, c'était une famille qui était, sur le plan religieux, très pratiquante. Et puis, M. Saint-Onge, en particulier, était le gérant du cimetière. Et c'est lui qui creusait les fosses au cimetière. Et en plus de ça, il agissait souvent comme maître chantre à la messe du matin à l'église. Oui, au revoir. C'est l'abbé Wilfrid Bérard qui prend l'appel de M. Saint-Onge. A priori, l'affaire lui paraît invraisemblable. Mais le jeune vicaire décide quand même de se rendre sur place pour voir de quoi il retourne. Dès
Dès son arrivée, le père Bérard, stupéfait, voit les armoires de la cuisine s'ouvrir et se refermer d'elles-mêmes. Les Saintonge lui expliquent que ces phénomènes perdurent depuis maintenant plus d'1 heure, sans qu'il sache pourquoi. Au cours de la soirée, le père Bérard est témoin de nombreux autres incidents, tout aussi déconcertants. Puis, à 22 heures, les manifestations s'arrêtent brusquement. L'abbé Bérard quitte les lieux, loin de s'imaginer que ce cauchemar se répétera dès le lendemain. Comme la veille, il est 19 heures lorsque les phénomènes se manifestent à nouveau. Dans la cuisine, la petite Guylaine fait ses devoirs de catéchèse. Soudain, le cadre de Notre-Dame du Perpétuel Secours se décroche et va choir au pied de la fillette qui laisse échapper un cri de stupeur. Visiblement, un mauvais sort s'acharne sur la famille Saintonge. Cette fois, c'est l'abbé Léveillé qui est appelé en renfort. C'est là que j'ai été témoin de certaines affaires. Une brosse à linge avec le dos un peu arrondi était installée en équilibre sur une tige où on met des serviettes. Là. Ça aurait pris 5 minutes de la placer en équilibre comme il faut pour qu'elle reste là. C'était fait instantanément. Au fur et à mesure que la soirée avance, l'abbé Léveillé constate que les phénomènes semblent avoir un lien avec la petite Guylaine. Guylaine, c'était une jeune fille qui était à l'école primaire et qui devait avoir, je ne me souviens plus exactement, peut-être 7-8 ans, et qui était confiée à la garde de la famille Saintonge par ses parents qui avaient des heures de travail assez difficiles là, et qui voulaient que Guylaine soit bien surveillée par une famille là, qui pourrait lui faire ses devoirs, toutes ces choses-là. Alors c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans la famille Saintonge. Le père Léveillé remarque que les perturbations s'accentuent lorsque Guylaine travaille à ses devoirs de catéchèse. Il n'en faut pas davantage pour qu'il y voie une manifestation du malin. J'en ai déduit ça, moi. Que parce que c'était déclenché à l'occasion de la prière, alors c'était provoqué par l'esprit du mal. Au cours de cette même soirée, un bruit sourd se fait entendre au 2e étage. Les Saintonge y accourent pour constater qu'une petite table a été renversée. Alors qu'ils s'affairent à replacer le meuble, les draps d'un des lits sont projetés sur le plancher. Il est presque 22 heures et, subito, comme la veille, les manifestations cessent. Le 3e soir, c'est moi qui étais de garde au bureau et j'ai reçu l'appel. Et M. Saintonge, selon son habitude, me dit au téléphone, il dit « Viens dans la maison », il dit « Le diable est dans la cabane ». L'abbé Bernier se rend donc chez les Saintonge, accompagné de 2 autres vicaires. Eux aussi seront témoins de l'envoûtement inexplicable du tableau de Notre-Dame. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'à un moment donné, il a fait un bout de chemin, il a comme plané, puis il est allé s'accrocher après la poignée de la porte du salon. Là, j'ai dit, il y a un problème. Il y a un problème. Et des fois, il tombait de côté, il allait se placer ailleurs. À un moment donné, Mme Saintonge était fatiguée de le ramasser et de l'accrocher. Elle l'a placé en arrière d'une chaise. Elle a repoussé la chaise et le cadre s'est mis à sauter en arrière de la chaise. Bon, ça, là, j'avoue que c'est ce qui m'a frappé le plus. La deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'à un moment donné, pendant qu'on était assis au salon, on a entendu un bruit comme une danse à claquettes. Ça venait de la cuisine. On regarde dans la cuisine, la table et toutes les chaises dansaient. Là, ça levait, puis ça sautait, ça dansait, là, une danse à claquettes. Contrairement à ses collègues, l'abbé Bernier jouit d'une formation scientifique. Pour lui, ce genre de manifestation relève de la superstition ou de la fraude. Il est donc confiant de trouver une explication rationnelle à ces événements. Il y avait des brosses qui étaient accrochées au mur, mais des brosses avec manches de bois et le dessus en bois. Ces brosses-là se sont mis à battre le mur. Puis ça fait ça fort, hein, comme on dit en bon français. On est allé voir et ça a continué un certain temps, puis les brosses sont arrêtées. Quand on est sorti de la salle de bain, on dit, bon, OK, c'est fini. Là, à ce moment-là, toutes les choses qui étaient sur les tablettes de la salle de bain sont parties comme s'ils nous suivaient, mais ça tombait à terre.
Et il y avait une petite table basse, carrée, à côté du bain. La table sautait dans le bain. Là, on comprend rien. Seul constat pour l'abbé Bernier, de même que pour les autres vicaires, les manifestations se déroulent entre 19h et 22h et toujours en présence de la petite Guylaine. On s'est aperçu que dès que Guylaine commençait à étudier son livre de catéchèse, il y a quelque chose qui se déclenchait. Coïncidence ou quoi, j'en sais rien, mais on a remarqué que c'est arrivé à quelques reprises. Poltergeist, by tradition, Par définition, les poltergeists sont des esprits bruyants et tapageurs. spirit, by definition. But more likely these days, De nos jours, l'hypothèse la plus populaire veut que ces manifestations soient l'œuvre de jeunes filles ou garçons qui traversent des bouleversements tant physiques qu'émotifs. En fait, on utilise de plus en plus le terme de phénomène récurrent de télékinésie spontanée. C'est l'action de l'esprit sur la matière. Plusieurs parlent de ce phénomène comme d'une crise de nerfs, mais mentale. Si vous vous mettez en colère, par exemple, vous serez peut-être tenté de frapper sur le mur. Dans un cas de poltergeist, la personne frappe sur le mur avec son esprit plutôt que physiquement. Afin de leur permettre de faire un lien entre Guylaine et les manifestations, les prêtres proposent à Guylaine de réciter une prière. On lui demandait, fais ta prière, là. Ta prière que tu as appris en catéchèse, là, en 6e année. Là. Jésus dans mon cœur, j'ai pas peur. Elle faisait sa prière, puis au moment où elle faisait sa prière, c'est là que ça déclenchait du tapage. Voilà que le chapelet que sert la petite Guylaine lui est littéralement arraché des mains. L'incident ne fait que conforter le père Léveillé dans sa conviction. Ces manifestations portent l'empreinte du malin. Mais comme elle était chez des gens très croyants puis très pratiquants, puis ses parents n'étaient pas pratiquants, je pense. Je ne connaissais pas ses parents. Ça a pu avoir un conflit en elle. Enfin, vers 22h, comme lors des 2 soirées précédentes, les manifestations s'arrêtent d'un seul coup. À la différence que cette fois, l'accalmie sera pour de bon. Les Saintonges ne rapporteront plus jamais aucune autre manifestation étrange. Pour le père Normand Bernier, le scientifique du groupe, ces manifestations demeureront une énigme. Quand la table a dîné et puis les chaises ont commencé à danser, nous étions 6 au salon. Et ça a commencé, il n'y avait personne dans la cuisine. On s'est avancé, on a constaté. Je vois pas comment on aurait pu être dupé là-dessus. Il aurait fallu des installations là, vraiment impossibles à camoufler totalement. Au-delà de ces constats, il n'existe aucune explication au phénomène observé chez les Saintonges au cours de ces 3 soirées de janvier 1969. Pourquoi justement 3 soirs? Pourquoi toujours entre 19 et 22 heures? Comme si l'étrange n'était pas suffisamment étrange, sans y ajouter ses singularités. L'étude des phénomènes étranges nous force à remettre en question nos croyances et nos préjugés. Évidemment, il serait plus simple de les ignorer, de jouer à l'autruche. Mais serait-ce réellement souhaitable? Après tout, l'aventure humaine n'est-elle pas liée à notre compréhension de l'univers? Et le questionnement n'est-il pas la locomotive de la connaissance? Les autres, le 6e sens, Poltergeist, Amityville. Tous ces films nous racontent de terrifiantes histoires de fantômes. Et s'ils ont connu un tel succès au box-office, c'est parce que beaucoup d'entre nous aimons avoir peur. Du moins confortablement installés devant un écran de cinéma. Il en serait sans doute tout autrement si ces visiteurs d'outre-tombe se présentaient à l'improviste dans nos écoles. Sans se presser, les 2 hommes finissent la mise en place de la salle. Dans le local au dernier étage, le concierge et son assistant ont aligné une 60aine de chaises. Une matinée d'information avec projection audiovisuelle y est prévue pour le lendemain matin. Dernier détail, les hommes descendent les stores qu'ils brochent une fois en position.
Tout est parfait. Les employés quittent la pièce en prenant soin de bien refermer la porte derrière eux. Puis, enfin, la grande porte du vestibule se referme à son tour. L'édifice est de nouveau désert. Mais l'est-il vraiment? Le moindre craquement, le moindre bruit résonne avec écho dans les pièces désertées. Peu à peu, les ténèbres envahissent l'école inanimée. Un froid glacial se glisse dans l'école. Puis au second, dans la salle de projection, un vacarme vient troubler la quiétude des lieux. Une force mystérieuse transforme en quelques minutes la salle qui ressemble maintenant à un véritable champ de bataille. Construite en 1904, l'école de l'avenue McKay abrite aujourd'hui les archives et le musée de l'éducation publique d'Edmonton. Le bâtiment actuel se dresse exactement là où, en 1881, a été construite la première école publique de district de l'Alberta et des territoires du Nord-Ouest. Historiquement, l'école de l'avenue McKay est la première école en briques construite à Edmonton. Le bâtiment a aussi abrité la première assemblée législative de l'Alberta. C'était au tout début du XXe siècle. À partir de 1912, la population d'Edmonton a augmenté à un tel point qu'il a fallu doubler la capacité de l'école. C'est à cette époque que cette section a été ajoutée, toujours aussi glorieuse. À son apogée, en 1916, l'école comptait 456 écoliers. Ensuite, la population estudiantine n'a cessé de décroître. En 1983, faute d'étudiants, l'école a été fermée. Certains de ses élèves sont devenus des personnalités du monde des arts, des affaires et de la politique. L'acteur Leslie Nielsen, le juge Ronald Markland de la Cour suprême et l'ancien président de la Ligue nationale de hockey, Clarence Campbell, sont du nombre. Malgré son changement de vocation, l'école de l'avenue McKay est demeurée le théâtre d'une kyrielle d'événements étranges, voire inexplicables. On raconte que le bâtiment est hanté. On ne compte plus le nombre de fois que les chaudières ont été allumées ou éteintes mystérieusement. Le nombre de fois où des portes verrouillées ont été découvertes déverrouillées, ou encore le nombre de fois où des objets ont été déplacés dans l'école. Mais qui serait à l'origine de tous ces phénomènes? En 1912, plusieurs ouvriers d'Edmonton étaient impliqués dans la reconstruction. On croit que l'un de ces ouvriers, un certain Peter, aurait fait une chute mortelle du 3e étage. Son esprit n'a apparemment jamais quitté l'école McKay. Il y est toujours. Le fantôme de Peter, décédé en tombant du toit le 3 janvier 1912, hanterait-il vraiment ces murs? Les manifestations du musée McKay sont si notoires que tous les employés refusent systématiquement d'y demeurer seuls. Sauf peut-être son concierge, Ron Laddie. En octobre prochain, cela fera 21 ans que je travaille ici à l'école de l'avenue McKay. J'y ai vécu plusieurs expériences paranormales. Depuis plus de 20 ans maintenant, Ron Laddie voit à la préservation des collections et à l'intégrité du bâtiment. Personne ne connaît mieux que lui le musée McKay, mais aussi ses invisibles locataires.
y a plusieurs années, devant la récurrence des incidents insolites, Ron a amené au travail une planche Ouija. Grâce à elle, il a réussi à entrer en contact avec l'un des fantômes du musée, un certain Peter. Grâce à une planche Ouija, j'ai découvert que le principal fantôme ici s'appelait Peter. Il m'a dit, par le biais du Ouija, qu'il était un ouvrier et que durant les travaux de 1912, il avait fait une chute mortelle. Apparemment, il avait 3 filles, dont l'une serait toujours vivante quelque part en Californie. Malheureusement, il ne m'a jamais dit son nom de famille. Peut-être en est-il incapable. À cette époque, beaucoup d'ouvriers étaient analphabètes et ne savaient écrire que leur prénom. D'après la rumeur populaire, une demi-douzaine d'entités erraient dans l'école. Une affirmation qui ne surprend guère Ron, compte tenu du nombre de phénomènes observés. Malheureusement, seul Peter a accepté de communiquer avec lui par le biais du Ouija. J'avais l'impression que Peter n'était pas le seul esprit à hanter l'école de l'avenue McKay, ce qui m'a d'ailleurs été confirmé grâce à la planche Ouija. J'ai aussi invité plusieurs médiums qui à leur tour m'ont assuré qu'il y avait d'autres esprits ici, mis à part Peter. Ils sont plusieurs. Au fil des ans, des médiums, mais aussi de nombreux chasseurs de fantômes et des étudiants en mal de sensations fortes se sont donné rendez-vous à l'école de l'avenue McKay. Beaucoup en sont repartis avec le souvenir d'un événement perturbant. Au milieu des années 1990, l'auteur Barbara Smith, qui a signé plusieurs livres sur les fantômes, et a elle-même été témoin d'un incident particulier. La présence de Peter a bien été documentée. En 1990, j'ai invité des médiums, mais Peter ne s'est pas manifesté. En revanche, nous avons eu droit à d'autres esprits. À un moment donné, par exemple, nous étions réunis dans une petite chambre du bas et une des médiums a dit ressentir une douleur à la mâchoire. Ron, qui travaille ici depuis longtemps, lui dit qu'elle était en fait assise dans l'ancien bureau du dentiste. Très intéressant, non? L'absence de Peter lors de cette soirée était d'autant plus intéressante qu'il entretient une sorte de franche amitié avec Ron. En octobre 2004, le groupe d'enquête sur les phénomènes spectraux de l'Alberta a mené une expérience avec un groupe de bénévoles qui n'avaient aucune information concernant les manifestations de l'école, sauf peut-être qu'elle avait la réputation d'être hantée. Les enquêteurs, qui préconisent une approche scientifique des phénomènes paranormaux, ont choisi une trentaine de personnes auxquelles ils ont remis un questionnaire. Ils leur ont ensuite demandé de circuler par petits groupes de 5 ou de 6. Chaque individu était invité à déambuler dans une vingtaine d'endroits et devait décrire ses impressions. Ces gens n'avaient aucune information sur ces lieux précis ni sur les manifestations rapportées. À l'issue de l'expérience, les enquêteurs du SIGA ont constaté qu'un nombre anormalement élevé de participants avait rapporté des sensations d'inconfort dans plusieurs pièces. 70% des bénévoles ont ciblé des lieux qui, effectivement, correspondaient à des endroits où des manifestations avaient été rapportées. Si ces données statistiques étaient à prévoir auprès des gens bien au fait des manifestations, rien n'aurait pu permettre de les anticiper auprès des sujets qui ignoraient tout des hantises de l'école. Pourtant, ceux-ci, dans une très forte proportion, ont ciblé les mêmes pièces. L'étude menée par le groupe SIGA ne fait qu'étayer la croyance, une certitude pour plusieurs, que l'école de l'avenue McKay est hantée. Il y a plusieurs esprits ici sur l'avenue McKay. Ils sont amicaux, ils se sentent bien et n'ont pas du tout l'intention de partir. Pour Ron Lady, les invisibles locataires de l'école font maintenant partie de son quotidien. Il faut dire que le technicien se trouve une certaine affinité avec ses visiteurs d'outre-tombe, et en particulier avec Peter. Peter a fait sa chute mortelle lors des travaux de 1912.
C'était le 3 janvier. L'école originale, aujourd'hui située dans la section sud-ouest du bâtiment, a ouvert ses portes le 3 janvier 1882. Et je suis né aussi un 3 janvier. Une coïncidence pour le moins extraordinaire. Une chance sur 48 millions selon les statistiques. Mais est-ce une preuve? C'est une tâche impossible que de convaincre un sceptique que les esprits existent et vice-versa. Il faut vivre et laisser vivre. À mon avis, l'école McKay est un très bel édifice et les esprits continuent sans doute d'y vivre. Peter assiste probablement à cette entrevue et cela me réconforte beaucoup. Enquêter sur des manifestations comme celle de l'école de l'avenue McKay, c'est également plongé dans l'histoire. La quête pour trouver l'origine de ces apparitions révèle parfois des détails historiques méconnus et peut, à l'occasion, nous permettre de distinguer la fable de la vérité historique. À condition, bien entendu, de savoir chercher. À en croire la littérature, le Canada compterait des centaines de lieux publics ou d'espaces commerciaux hantés. C'est le cas du Musée royal de Toronto, de l'hôtel Fort Garry de Winnipeg et du théâtre Vogue de Vancouver. Ce soir, le Vogue Theatre est plein à craquer. La critique est unanime. Unforgettable, The Music of Nat King Cole est un incontournable. Shane McPherson, qui incarne pour l'occasion le mythique crooner Mel Tormé, fait son entrée sur scène. C'est avec une aisance déconcertante que McPherson exécute son numéro. Chacun de ses mouvements est appuyé par les mesures de l'orchestre dont la musique captive l'audience. Le comédien se concentre sur la chorégraphie tout en s'efforçant de donner au spectateur une impression de naturel. Quelques instants après le début du numéro de McPherson, un inconnu fait son apparition dans les coulisses. Le danseur est surpris par cette présence. Personne, autre que les techniciens et les comédiens, n'est autorisé à s'approcher de si près de la scène une fois la représentation commencée. Pendant un instant, le comédien détaille l'intrus. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années, avec des cheveux noirs coupés courts. McPherson le dévisage pendant quelques secondes, puis sous ses yeux, l'homme disparaît. Littéralement, comme si on fermait un téléviseur. Le comédien est si troublé qu'il doit mettre fin à son solo de danse. En coulisses, ses collègues sont surpris. Mais lorsque McPherson leur parle de l'apparition, personne ne semble avoir remarqué cette présence insolite. Le comédien est apparemment le seul à avoir vu le fantôme. Du moins, ce soir-là. En 1940, la famille Riffle entreprend la construction d'un théâtre sur Granville Street, à Vancouver. La vocation du Vogue Theatre est d'accueillir les meilleures troupes théâtrales du pays. Mais un an après le début de sa construction, l'édifice est vendu et devient un cinéma. En ces heures sombres de la Deuxième Guerre mondiale, le Vogue s'impose rapidement comme le nec plus ultra des cinémas de Vancouver. En 1941, le Vogue était l'un des 3 meilleurs théâtres de l'époque. Il possédait l'air climatisé et le meilleur équipement audio de Vancouver. Son style art déco était aussi très à la mode. Le Vogue Theatre changera de main et de vocation artistique à quelques reprises entre 1940 et 1991, alors qu'il retrouvera enfin son rôle initial de théâtre populaire. Dès la réouverture du théâtre, des employés se plaignent d'incidents insolites. On rapporte des bruits de pas dans des corridors déserts et des portes qui s'ouvrent et se ferment toutes seules. À une occasion, des affiches qu'une employée avait pourtant soigneusement placées dans une remise fermée à clé sont découvertes au petit matin, replacées sur le sol en forme d'éventail. Certains parlent aussi d'apparition.
Quand j'ai commencé à travailler au Vogue, j'ignorais qu'il était hanté. Puis quelques mois plus tard, alors que je m'affairais à ranger des outils dans la chambre de menuiserie, j'ai ressenti une présence derrière moi. Lorsque je me suis retourné, j'ai aperçu ce que je définirais comme une ombre à 3 dimensions qui semblait flotter près de la porte. J'ai regardé dans le couloir, à gauche, à droite, mais j'étais seul dans le théâtre. J'ai tout verrouillé, je suis sorti en vitesse. Depuis 1991, les apparitions mystérieuses du Vogue se sont multipliées. Visiteurs, comédiens, techniciens, tous affirment avoir vu ce qui semble être le même personnage. Homme dans la trentaine, cheveux noirs et courts, vêtu d'un ensemble défraîchi. Il s'agit très certainement du même fantôme. 2 individus peuvent voir une apparition à des moments différents et à des endroits différents, mais décriront le même personnage. Un jour, alors que nous allions en groupe à la salle de projection, l'une de mes collègues est entrée pour ressortir aussitôt. Elle ne nous a rien dit sur le moment, mais quelques jours plus tard, elle nous a raconté qu'en entrant dans la cabine, elle avait vu un homme assis dans une chaise, la mi-trentaine, cheveux foncés et vêtu de couleur claire. L'homme se serait alors tourné vers elle pour la dévisager. Elle nous a confié qu'elle s'était sentie très menacée par le regard de cet homme. Dave était en bas, où il s'affairait à ranger après une représentation. C'était le lendemain de l'épisode où McPherson avait vu le fantôme sur la scène. Dave travaillait donc près de la scène lorsqu'en levant les yeux vers la salle de projection, il a vu un homme avec les cheveux courts à la mode des années 1950. L'individu était de taille moyenne et arborait de gros sourcils. Dave l'a regardé un instant, puis le fantôme a disparu graduellement. Au cours des 10 dernières années, nous avons vu défiler de nombreux médiums et des enquêteurs sur les phénomènes paranormaux. Quelques-uns croient qu'il y aurait plusieurs esprits ici. C'est possible. Mais pour ce qui a trait au personnage principal, nous pensons qu'il s'agit d'un ancien employé. Il se manifeste surtout dans les zones de travail, la scène et le couloir du sous-sol. Un couloir où il apparaît d'ailleurs si fréquemment que nous l'avons baptisé l'autoroute du fantôme. Certaines croyances populaires veulent que ces apparitions fugaces soient la réincarnation de personnages décédés en ces lieux et qui reviendraient hanter l'endroit de leur mort. Il n'existe aucune documentation concernant le décès d'un employé, ni même d'un grave accident. J'en ai parlé aux anciens gérants qui n'en savent rien non plus. Le théâtre a été construit en 1941, et au départ c'était un cinéma. On ignore ce qui a pu se passer durant la construction, mais il y a eu tellement d'employés au Vogue. On a beaucoup spéculé sur le fait qu'il pouvait s'agir du projectionniste. Bien sûr, quand quelque chose va de travers au cinéma ou qu'il apparaît un fantôme, on accuse toujours le projectionniste. Mais en réalité, nous n'en savons rien. Une autre rumeur voudrait qu'il s'agisse du spectre de quelqu'un qui vivait ici avant la construction du Vogue en 1941. Les possibilités sont infinies. Aujourd'hui, les gens qui s'intéressent aux fantômes fréquentent les cimetières. Avouez qu'un cimetière n'est pas très stimulant comme endroit, même pour les fantômes. C'est un endroit extrêmement ennuyeux. Passeriez-vous vos temps libres assis au milieu d'un cimetière? Certainement pas. Vous chercheriez un peu plus d'action, et c'est peut-être pourquoi il y a tant d'histoires de fantômes dans les théâtres et dans les pubs. Par contraste, lorsqu'ils sont déserts, les lieux publics peuvent devenir des endroits inquiétants, avec leurs grands amphithéâtres vides, leurs loges inoccupées et leurs corridors qui se perdent dans l'obscurité. Dans un tel environnement, il est naturel que nos sens soient aux aguets. L'écho de quelques conversations lointaines ou d'une chasse d'eau peut vite être interprété comme une manifestation surnaturelle. Mais pour les employés du théâtre Vogue ou le concierge de l'école McKay, cela n'explique pas tout. L'étude des apparitions de fantômes va bien au-delà d'une simple incursion dans l'univers du paranormal. Les légendes ont quelque chose à nous apprendre sur notre propre passé et aussi sur notre futur, même celui au-delà de notre tombe.
Quand l'inconnu ébranle jusqu'à notre confiance en ce monde, notre imagination s'emballe. Mais les vrais mystères, ceux qui défient toutes les explications rationnelles, ne sont-ils pas une porte ouverte sur la véritable connaissance ?